C'est l'heure du journal. Vous êtes sur RTI 1. Vous faites bien. Bonjour et bienvenue. La ministre du Plan et du Développement était cette semaine face à la presse pour informer et mettre à la disposition des journalistes les résultats globaux et définitifs du 5e recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire. Nialé Kaba est également revenu sur la méthodologie employée lors de l'opération. Hier, les musulmans de Côte d'Ivoire et de nombreux autres pays ont célébré l'Aïd el-Kébir, une fête importante pour la communauté musulmane, fête au cours de laquelle les fidèles sont solidaires et généreux. En cette mi-journée, nous vous ferons découvrir la fête dans quelques familles musulmanes de plusieurs quartiers d'Abidjan, des quartiers que nos reporters ont pu sillonner. Dans ce journal également, nous évoquerons la plateforme des journalistes d'investigation, plateforme dont le lancement officiel a été fait cette semaine ici à Cocody à l'initiative du ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption Jean-Luc Gbangbo et Espérance Diakale. Nous en donnerons des précisions. Le programme Filets socioproductifs est une initiative du gouvernement qui bénéficie d'un appui technique et financier de la Banque mondiale. Il consiste en l'octroi sur 3 ans d'allocations trimestrielles d'un montant de 36 000 francs CFA aux ménages vulnérables concernés. Le mécanisme de paiement utilisé est le paiement électronique au moyen des téléphones portables, un programme pour améliorer les conditions de vie des ménages ciblés parmi les plus pauvres, tant du point de vue de la consommation que de l'accès aux services sociaux de base. Ce dimanche, nous recevons Miss Belmonde Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, avec qui nous allons avoir toutes les précisions sur ce programme qui fait tant de bien aux ménages extrêmement pauvres en Côte d'Ivoire. Bonjour Madame le ministre. Bienvenue sur notre plateau. D'accord, on se retrouve tout à l'heure dans une demi-heure. Restez avec nous le temps que j'annonce le tout premier élément. Hier samedi, 9 juillet 2022, un avion de la compagnie Air Côte d'Ivoire, immatriculé TU-TSK, en provenance de Korogo et Boaké, a effectué un atterrissage d'urgence à 19h15 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en raison d'un dysfonctionnement de son train d'atterrissage avant. Grâce au professionnalisme des pilotes, aucun dommage corporel n'a été enregistré au sein des passagers et du personnel navigant à bord. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny avait été momentanément fermé le temps de dégager l'avion de la piste. Les vols prévus hier soir ont ainsi connu des retards, mais des investigations sont en cours pour déterminer les causes de ce dysfonctionnement. La compagnie, elle, s'excuse des désagréments occasionnés et rassure l'ensemble de sa clientèle qu'elle met tout en œuvre pour garantir la sécurité de ses vols pour le respect des meilleurs standards internationaux. La Côte d'Ivoire compte 29 millions d'habitants, contre un peu moins de 24 en 2014. 29 389 150 habitants exactement en 2021. Résultat du recensement des populations effectué l'an dernier et dont les données viennent d'être compilées. Kaba Nialé, la ministre du Plan et du Développement, a fait des précisions cette semaine sur la méthodologie employée lors de l'opération et sur le taux d'évolution de la population vivant en Côte d'Ivoire. C'était au micro RTI 1 de Jean-Luc Gbangbo. 29 389 150 habitants. La population globale de la Côte d'Ivoire à ce jour. Le chiffre était connu depuis le dernier Conseil des ministres. La ministre du Plan et du Développement a voulu, au cours de cette conférence de presse, donner plus de détails sur l'opération et surtout sur ses résultats. Le nombre total de ménages ordinaires est de 5 616 487, soit une taille moyenne de 5,2 personnes par ménage. La densité de la population s'établit à 91,1 habitants au kilomètre carré au plan national, contre 48 habitants au kilomètre carré en 1998. Si la population de la Côte d'Ivoire a augmenté de 2,9% en 1998 et 2021, on note que le taux de croissance globale, lui, est en constante baisse. Au regard des taux observés entre 1975 et 1988, 3,8%, et 1988 et 1998, 3,3%,
On note que le rythme de croissance de la population ivoirienne est en constante baisse selon les différents recensements. Comme autre résultat clé de ces recensements, on note que les populations de sexe masculin sont plus nombreuses en Côte d'Ivoire. 15 344 990 contre 14 44 160 femmes. 75% de la population a moins de 35 ans. Le pays compte 6 435 835 étrangers, soit 22% de la population. En 1998, on en comptait 26%. Pour les partenaires de l'opération, le recensement de la population 2021 a été un véritable succès. Le recensement de la population 2021 de la Côte d'Ivoire, pour de nombreux experts, est un exemple à suivre dans les pays de la région à plusieurs égards et j'aimerais citer. La très bonne qualité technologique des tablettes utilisées, la maîtrise du contexte par le gouvernement avec la vaccination des agents recenseurs, la qualité de la formation, l'excellente maîtrise technique et les performances enregistrées dans la collecte. 2 activités majeures restent à réaliser pour finaliser l'opération. Il s'agit de l'analyse, la publication et la diffusion des résultats, ainsi que l'anonymisation et l'archivage des données jusqu'à mi-2024. Quelques jours seulement avant cette conférence de presse, Niale Kaba était à Bouna, dans le Bonkani, où elle a activé le programme spécial de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières. Cela dans le but de lutter efficacement contre la menace terroriste. La ministre y a lancé le projet « Engagement des jeunes et des femmes pour la prévention des crises et la lutte contre les violences communautaires dans le nord de la Côte d'Ivoire ». Depuis Bouna, le reportage de Lansine Bakayoko. Afin de favoriser un développement équilibré et inclusif de la Côte d'Ivoire, le gouvernement multiplie les projets socio-économiques durables dans les régions du Nord. Mais à cause des velléités terroristes, l'un des plus gros défis reste le renforcement de la dynamique sécurité, notamment dans le Bonkani. Pour ce faire, nous devons conjuguer les efforts pour réduire la pauvreté et les vulnérabilités afin de contrer l'extrémisme violent qui constitue la plus grande menace pour la stabilité et le développement économique et social de notre pays. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, accompagne les initiatives ivoiriennes. Ce projet, cofinancé par le PNUD et la République fédérale d'Allemagne, à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA, sera mis en œuvre dans les 5 régions du Nord, que sont le Bonkani, le Foron, le Poro, la Bagoué, le Tchologo, sur une période de 3 ans, en parfaite synergie et complémentarité avec toutes les autres interventions en cours et à venir dans cette partie de la Côte d'Ivoire. En plus du lancement du projet lié à la paix et à la gouvernance communautaire, le ministre Niale Kaba a remis 20 chèques et 16 bons de permis de conduire aux jeunes de Bouna. Ces 2 cérémonies s'inscrivent dans le cadre du programme spécial pour le Nord, lancé officiellement par le Premier ministre, son Excellence M. Hachi Patrick, le 22 janvier 2022 à Toubor, également dans notre région. Pour l'exécution du programme spécial du Grand Nord, les autorités locales ont un rôle de premier plan à jouer. Les musulmans du Bonkani étaient en fête hier, c'était la Tabaski. Hier, donc, la communauté musulmane a célébré la fête, l'Aïd el-Kébir. La célébration s'est faite sur tout le territoire national et nos reporters ont pu en capter quelques moments forts. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. La grande prière à la mosquée d'Adjien, aux 2 plateaux, a été officiée par l'imam Aboubakar Koulibaly. 2 rakats, à l'issue desquels il a axé sa communication sur la patience, l'endurance, la solidarité et la culture de la paix. Il a également rappelé l'importance de cette fête, puis a salué le chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de la population. L'imam Aboubakar Koulibaly a également invité ses fidèles au respect de l'environnement. L'Aïd el-Kébir est la commémoration de la force de la foi du prophète Abraham. Les fidèles musulmans de la grande mosquée du plateau se retrouvent pour la grande prière à l'occasion de la fête de la Tabaski qui commémore la soumission d'Abraham à Allah qui lui a demandé de sacrifier son fils Ismaël afin de jauger son degré de foi. Dans son sermon,
l'imam Cissé Djikiba est revenu sur l'importance de ce sacrifice d'Abraham, considéré comme un acte de soumission à Allah. La Tabaski est un moment propice pour parler de paix et de fraternité, de cohésion entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Pour marquer cette action de cohésion sociale et de fraternité, le maire de la commune du Plateau, Jacques Ewo, a, à travers sa présence, apporté son soutien aux fidèles musulmans. La Tabaski ou encore l'Aïd el-Kébir est la grande célébration de la communauté musulmane après l'Aïd el-Fitr. Les fidèles musulmans d'Abobo à Lokozo, derrière le dépôt neuf de la Soutra, réunis à la mosquée Ibadou Rahman sous la conduite de l'imam Sangari Yacouba, ont prié pour la paix, la cohésion et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et ils sont venus en grand nombre, vêtus dans leur plus beau boubou à cette prière qui marque la fête de la Tabaski, ou la fête du mouton. La foi en Dieu, le respect des parents et la cohésion sociale sont les différents thèmes développés par l'imam Sangari Yacouba, qui a formulé des bénédictions à l'endroit du chef de l'État Alassane Ouattara, du gouvernement ainsi que de tous les Ivoiriens. C'est par vagues que les fidèles musulmans de Cocody-Angré ont investi l'enceinte et l'esplanade de la mosquée centrale de la zone pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir, une célébration qui commémore le sacrifice d'Abraham à son Seigneur. Après les 2 rakats, l'imam principal de la mosquée, Diakité Mohamed Abou, est revenu sur l'intérêt de cette fête et des bénédictions qui y sont rattachées. Il a également invité les fidèles à cultiver la paix, le partage et l'acceptation mutuelle. Pour les fidèles, l'Aïd el-Kébir est l'occasion de démontrer davantage leur dévotion et leur soumission à Allah. L'imam principal a par la suite invité ses coreligionnaires à s'inspirer de la vie d'Abraham avant de formuler des prières pour le gouvernement et la Côte d'Ivoire. La cérémonie a pris fin par l'immolation d'un bélier, signe de l'acte de foi d'Abraham à son Seigneur. À Anyama, quartier Belleville, les communautés musulmanes Madina Mounanaha et Al-Ouna ont pris part à la grande prière commémorant la fête de la Tabaski. Dans son sermon, l'imam Yacouba Silla est revenu sur l'origine de la fête. Le sacrifice de la Tabaski est selon lui une tradition qui a un caractère obligatoire pour tous les musulmans qui en ont les moyens. Il a exhorté les fidèles à l'unité et à la cohésion, sans oublier de formuler des bénédictions pour le président de la République Alassane Ouattara. Son sermon a été suivi de l'immolation du bélier. Là, nous étions dans le district d'Abidjan. Je vous emmène maintenant à l'intérieur du pays, voir comment la Tabaski y a été célébrée. Direction Ndoussi, Divo, Méagui, Gembe, Bongouanou et Biankouma avec quelques-uns de nos reporters. C'est dans l'allégresse, mais surtout dans la spiritualité, que les fidèles musulmans de Ndoussi, bravant la fine pluie, ont fait la prière de l'Aïd el-Kébir à la grande mosquée de la ville. En présence des autorités administratives et politiques de la cité, l'imam El Hadj Diaby Youssouf s'est félicité de ce grand moment de foi et d'adoration à Allah. Il a invité l'ensemble des fidèles à l'union, à la cohésion et à l'action pour le développement de cette jeune commune. Il a également fait des prières pour le président de la République Alassane Ouattara et pour l'ensemble des filles et fils de la Côte d'Ivoire en général et de Ndoussi-Bolville en particulier. À l'issue, ce sont plusieurs familles heureuses d'immoler leurs moutons et autres bœufs qui se sont donnés à cœur joie pour cette célébration de la Tabaski. La mosquée sunnite du quartier Dialogue de Divo a également procédé à la tradition en cette fête de Tabaski. Les fidèles musulmans, tous comme un seul homme, ont convergé en ce lieu pour exprimer leur foi en Allah. Dans son sermon, l'imam Diakité Mohamed de la mosquée sunnite a sensibilisé ces musulmans à être des exemples au sein de la grande communauté musulmane. Il les a exhortés à la paix, à l'amour, à la solidarité. Il leur a également demandé de toujours prier pour les autorités ivoiriennes avec à leur tête le président de la République. La fête de Tabaski est la fête la plus importante de la communauté musulmane. La mosquée de Méagui a accueilli de nombreux fidèles pour la grande prière qui marque la fête de la Tabaski. L'imam El Hadj Sanogo a dans son sermon après les 2 rakats exhorté la grande communauté musulmane de Soubri à la cohésion et à l'entente. Des filles et fils du département non sans saluer les efforts du président de la République pour le développement du pays. Ces propos ont été salués par le préfet Jacques Atrikwakou, préfet du département de Méagui. À l'issue, l'imam a procédé à l'immolation de son bélier. Sokourala, localité du département de Biankouma,
Ce samedi matin, c'est jour de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. Malgré la pluie qui tombe, les fidèles musulmans sont présents dans la mosquée. Les 2 unités de la prière sont dirigées par l'imam Bamba Suleiman. Ensuite, c'est le sermon. Les fidèles musulmans de Sokoura ont aussi formulé des vœux de paix et de prospérité pour chaque habitant de la Côte d'Ivoire. L'Aïd el-Kébir est une fête très importante pour la communauté musulmane. Elle est signe de dévotion et de soumission à Allah. À Soubré, c'est toute la ville, musulmans et non musulmans, qui ont célébré dans la joie, dans la communion fraternelle la Tabaski, à la place de l'indépendance où s'est faite la prière pour une grande partie des fidèles. L'imam célébrant les a appelés à l'unité pour le développement de leur région et à l'éducation de leurs enfants. L'on a ensuite sacrifié aux autres étapes de la célébration, faisant de ce samedi un week-end particulièrement festif. À Soubré, c'est toute la ville, musulmans et non musulmans, qui ont célébré dans la joie, dans la communion fraternelle la Tabaski, à la place de l'indépendance où s'est faite la prière pour une grande partie des fidèles. L'imam célébrant les a appelés à l'unité pour le développement de leur région et à l'éducation de leurs enfants. L'on a ensuite sacrifié aux autres étapes de la célébration, faisant de ce samedi un week-end particulièrement festif. La Tabaski, au-delà de son caractère religieux, est devenue par la force des choses un événement hautement social, caractérisé par le partage, par la solidarité. Et au cours de cette importante fête, un mouton est sacrifié. Comment les familles ont célébré l'Aïd? Nos reporters Frédéric Oulaye, Sylvestre Nguessan et Sephora Zegui ont fait le tour de quelques ménages. Leur reportage. Tabaski, une fête qui rime avec la prière, mais aussi le partage. La prière achevée, place à la réjouissance. Dans cette famille à Cocody-Angré, l'ambiance est conviviale. Chant, pas de danse pour accompagner les jeunes filles à la tâche pour faire cuire les derniers morceaux de viande. Nous sommes là pour la fête. Avec les musulmans et puis les chrétiens, nous prions le même Dieu. Ici, Ibrahim a convié ses amis, parents et membres des autres communautés religieuses au festin. Un mouton qui est dédié donc au sacrifice, ça doit être coupé en 3 parts. Il y a une part qui doit servir à la nourriture de la famille, une part qui doit servir aux voisins et une part qui doit servir aux nécessités. Alors, maintenant, si Dieu vous donne les moyens, vous pouvez vous permettre d'inviter ceux qui sont même loin du voisinage. Au nombre des invités, un fidèle catholique, Patrick. Il apprécie l'esprit de partage. Pour lui, l'islam et le christianisme n'ont qu'un seul Dieu. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté d'avoir été invité pour participer à cette fête. Moi, je suis chrétienne, catholique. Il a demandé à ce qu'on vienne partager le repas ensemble. Je suis venue et je suis très contente de partager ce repas avec tous mes frères, mes sœurs, de toute obédience. Il y a tout le monde. Dans une autre cour à Adjamé, c'est la famille Diomondé qui nous ouvre ses portes. Là aussi, parents, neveux et enfants rendent grâce à Dieu pour les moyens. Dieu a fait grâce. Nous, on a pu, comme chaque année, on a pu tuer 3 moutons. Et c'est la bénédiction de Dieu. Un autre quartier de la commune d'Adjamé, cette famille a immolé plusieurs bêtes. Un bœuf entier a été consacré aux familles non musulmanes. Il y a un bœuf qu'on achète spécialement pour partager aux voisins. C'est-à-dire qu'on va tuer 3 bœufs, 2 bœufs pour faire les sacrifices, plus les 10 ou 12 moutons pour pouvoir partager aux voisins. Le bœuf est tué spécialement, ça veut dire que c'est une fête de partage. Et c'est ce que nous faisons. De Cocody-Angré à Adjamé, les familles ont marqué leur solidarité vis-à-vis de leur entourage. Il s'agit de renforcer les liens de fraternité entre les membres des communautés musulmanes ainsi que les autres confessions religieuses. Ils ont émis les vœux de santé en faveur des populations et la paix pour la Côte d'Ivoire.
Voilà pour la page Tabaski de cette édition. Tabaski célébré hier donc en Côte d'Ivoire. On part au Maroc. Là-bas, la Tabaski, c'est ce dimanche. Mais on y va pour le colloque scientifique international qui s'y est tenu récemment. Un colloque initié par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains et qui avait pour thème le discours des oulémas sur les constantes religieuses marocaines. Reportage depuis Fès au Maroc par Gassoro Kone. www.atawabit.ma, c'est le site web des constantes religieuses marocaines. La nature, les onglets et les fenêtres du site présentés aux oulémas africains de la Fondation Mohamed VI. C'était à Fès, au Maroc, à l'occasion du colloque scientifique international autour de la problématique le discours des oulémas sur les constantes religieuses marocaines. La création de ce site, une aubaine pour promouvoir les vraies valeurs de l'islam. La paix, la solidarité, la fraternité et l'amour. Mais surtout, promouvoir l'islam malékite du soufisme, un islam traditionnel du juste milieu et modéré basé sur la tolérance. C'est un site, disons, qui est dédié à éclairer les gens sur les fondamentaux qui font tout simplement notre religion. On a besoin d'expliciter plus ces fondamentaux et pour que ça ne reste pas des idées vagues, suspendues, sans qu'elles ne soient comprises dans leur substance essentielle. L'ensemble des guides religieux se réjouissent de la création de ce site. Ils saluent l'initiative du roi du royaume chérifien, le roi Mohamed VI du Maroc. Je pense qu'avec ce site, tous les oulémas africains pourront s'enrichir par rapport au savoir, par rapport à la connaissance, par rapport à l'islam tolérant, islam de juste milieu, que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a bien voulu mettre à la disposition de l'Afrique, parce que réunir tous les savants africains autour de cette fondation, c'est pour nous permettre de nous rappeler de l'islam de nos ancêtres, l'islam qui a travaillé pour pacifier l'humanité et pour que les gens aiment cette religion-là. Ces constantes religieuses marocaines sont des facteurs de stabilité, facteurs de sécurité religieuse. Si les Africains vraiment ont profité de ces constantes-là, ça pourrait quand même nous donner de stabilité, de tranquillité, de sécurité dans nos pays. Cette conférence scientifique sur les constantes religieuses marocaines a été meublée par ateliers, débats, prières et bénédictions pour le roi Mohamed VI, commandant des croyants, mais aussi pour la paix et la cohésion en Afrique. Un dîner offert par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains à son siège a mis fin à cette rencontre de portée spirituelle. On quitte Fès pour Abidjan. Ici, les fidèles de l'église Ambassade de Miracle de Côte d'Ivoire se sont aussi réunis au Palais de la Culture de Treichville pour un grand moment de prière. Prière, adoration et louange en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Éric Goré. Une marée humaine blanche à la salle Anoumambo, en plein cœur du Palais de la Culture de Treichville. Ces fidèles chrétiens vêtus de blanc symbolisent leur présence de cette façon. Ils aspirent à une paix durable en Côte d'Ivoire, un vœu très cher à leurs yeux. C'est pourquoi ils sont venus ici pour adorer le Seigneur. L'église Ambassade des Miracles, avec à sa tête son guide spirituel, Ouattara Mohamed Idriss, profite pour sensibiliser à la paix. La paix est une denrée importante de laquelle toutes les nations doivent se nourrir pour amorcer un développement à tous les niveaux. Et nous nous inscrivons en tant qu'hommes de Dieu dans la logique de la prière pour que le pays soit en paix. Cette grande prière pour la paix en Côte d'Ivoire a vu la participation du chef de cabinet du président de la République. Des prières pour la paix, on ne peut qu'être présent et accompagner toute cette œuvre-là. Il est préférable que nous avancions ensemble dans le bonheur par la force des prières que des personnalités comme les bishops font pour la Côte d'Ivoire. Un orchestre a égayé le public avec des chansons chrétiennes très connues dans le milieu du christianisme.
Des prières, on en a également besoin pour finalement nous débarrasser de ce virus qui fait tant de mal à la population mondiale. Il a tué à ce jour 6,35 millions de personnes à travers la planète, avec 555 millions de malades. Le coronavirus continue de piétiner le monde, imposant son diktat depuis son apparition. Ici en Côte d'Ivoire, 805 personnes en sont mortes depuis mars 2020 et les contaminations, il y en a encore et encore. Hier samedi, les autorités sanitaires ont enregistré 63 nouveaux cas de Covid, ce qui porte aujourd'hui à 84 042 personnes, le nombre total de cas confirmés de Covid. Les recommandations restent les mêmes, le respect des mesures barrières et le vaccin anti-Covid. Le coronavirus a mis un coup d'arrêt à de nombreuses activités depuis son apparition, mais heureusement, plusieurs d'entre elles se relèvent. Le CIRES, par exemple, après 2 années d'interruption, reprend les séminaires portant sur les grandes thématiques de développement. On en sait plus avec Issa Chonayeo. C'est la rentrée des classes au Centre ivoirien des recherches économiques et sociales, CIRES. Après 2 ans d'interruption, pour cause de Covid-19, l'institution renoue avec les rencontres de recherche. Aujourd'hui, nous avons décidé donc de relancer nos activités à travers ce séminaire, mais qui ne sera plus ce qu'on appelle les séminaires mensuels, mais c'est vraiment des séminaires de valorisation qui constituent une plateforme d'échange avec le monde des décideurs, la société civile, les partenaires de développement, pour permettre que nos recherches puissent être des éléments qui servent à orienter les décisions et orienter donc les politiques. Pour cette reprise des activités, 3 thématiques étaient à l'ordre du jour, à savoir cadrage macroéconomique et prévision du taux de chômage en Côte d'Ivoire, souveraineté nationale et avantages comparatifs, les problématiques soulevées par la pandémie du coronavirus. À ces 2, s'ajoute le thème PME et émergence socio-économique de la Côte d'Ivoire, la contribution économique compromise. Nous avons besoin de savoir quel pourrait être donc le niveau du taux de chômage, le niveau de l'emploi et le niveau de création d'emploi. Donc la méthodologie que nous proposons, c'est de permettre de faire une prévision du taux de chômage, une prévision du niveau de l'emploi et une prévision de la création d'emploi pour faciliter donc les différentes orientations en matière de prise de décision politique, économique et sociale. En me basant sur le contenu des discours des principaux leaders politiques du monde développé, je constate qu'il y a un retour au protectionnisme. Donc, ce qui constitue, de mon point de vue, une préoccupation majeure dans ce monde très mondialisé. Par le passé, les séminaires de recherche du CIRES étaient mensuels. Le nouveau directeur indique que désormais, ils se feront en tenant compte de l'actualité et en fonction des grandes questions économiques et sociales du moment. Un reportage signé Arnaud Kofi et Issa Chonayeo, notre chef des éditions. Il faut compter désormais avec la plateforme des journalistes d'investigation, plateforme dont le lancement officiel a été fait cette semaine ici à Cocody. C'est une idée du ministère de la Promotion, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. On en saura plus avec Jean-Louis Gbangbo et Espérance Djakale dans nos prochains journaux. 523, c'est le chiffre du jour et c'est le nombre de femmes au ministère de l'Éducation nationale. Ces femmes braves et travailleuses ont été célébrées cette semaine par la ministre Maria Toukone. Une célébration pour saluer leur travail et leur contribution à l'amélioration du système éducatif en Côte d'Ivoire. Sephora Zegui y a assisté pour RTI. Maria Toukone veut à travers cette cérémonie être reconnaissante aux 523 femmes qui œuvrent au rayonnement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est pour nous une forme de décoration et nous sommes vraiment honorés que notre responsable se souvienne de nous, du travail que nous faisons et que cela soit marqué de cette très belle façon-là.
C'est un honneur. Ces femmes s'engagent à se remobiliser davantage aux côtés de leurs ministres pour l'atteinte des résultats escomptés. Cette marque d'attention, mieux, cette sollicitude nous engage à donner le meilleur de nous-mêmes pour être à la hauteur de vos attentes et de toutes vos attentes. Malgré les défis à relever dans le secteur de l'éducation, Mariatou Kone reste convaincue que ces femmes qui l'accompagnent dans l'amélioration de la qualité du système éducatif jouent un rôle important. Mes chères sœurs, je voudrais vous féliciter à cette occasion de partage. Vous exprimer à toutes les femmes du ministère mes vives félicitations pour votre abnégation et votre engagement à la tâche dans la construction d'une école ivoirienne de qualité. Votre présence et votre action dans le système éducatif doivent contribuer à réduire les inégalités de genre. Je vous encourage et je vous exhorte à être des modèles pour vos enfants, pour vos filles, pour vos garçons, pour vos jeunes sœurs et pour vos jeunes frères. Sur un effectif de 163 781 agents en poste au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, on dénombre 54 740 femmes, soit un taux de 33,42%. Des femmes toujours à la tâche à divers niveaux pour accomplir leurs devoirs quotidiens. L'actualité internationale nous conduit au Sénégal. Ce dimanche 10 juillet marque le coup d'envoi de la campagne officielle pour les élections législatives. 8 listes sont en lice pour le scrutin fixé au 31 juillet. 165 sièges de députés seront en jeu. Les candidats ont donc désormais 3 semaines pour convaincre après une période de pré-campagne très houleuse. On rentre en Côte d'Ivoire et on passe au magazine du dimanche, la deuxième articulation de cette édition. Notre invité nous a rejoint en plateau, c'est Miss Belmonde Dogo. Madame le ministre, merci encore d'être venue. On va suivre ensemble cet élément qui plante le décor, puis on se retrouve pour notre entretien. Viens maintenant. À Soum 1, dans le département de Bouna, cette mère de famille exerce une activité génératrice de revenus grâce à l'argent mis à sa disposition par son mari bénéficiaire du projet Filets sociaux productifs. Dans le même département, Mariam affirme qu'avant son autonomie financière, elle dépendait totalement de son conjoint. Aujourd'hui, l'avènement de l'AVEC fait d'elle une femme épanouie. Ces personnes sont des membres de 311 associations villageoises d'épargne et de crédit, en abrégé AVEC. C'est un programme lié au projet Filets sociaux productifs. AVEC permet aux populations des zones rurales d'épargner et de contracter des fonds afin de se prendre en charge. On arrive à s'emprunter de l'argent sans se rendre en ville ni sans se déplacer. Donc on remercie Madame la ministre pour l'idée. L'idée est bonne. J'ai pris crédit dans l'AVEC et j'ai mis ça dans mon champ, dans la carte. Donc ça m'a trop sauvé dedans. Il y a 3 élèves. Donc tout ça aussi, j'ai pris crédit 50 000 dedans, avec dans notre banque de village ici. Depuis 2017, le projet Filets sociaux productifs a permis au gouvernement ivoirien d'octroyer une assistance financière régulière à des ménages choisis parmi les plus pauvres. Il s'agit d'un soutien en espèces non remboursable d'un montant de 36 000 francs CFA tous les 3 mois, soit 144 000 francs CFA par an sur une période de 3 ans. Plus de 47 milliards de francs CFA ont permis d'accroître le nombre de ménages bénéficiaires, passant de 35 000 à plus de 227 000 en 3 ans sur l'ensemble du territoire ivoirien. En juin 2022, la Banque mondiale a apporté au projet de filets sociaux productifs une enveloppe de 100 milliards de francs CFA. En termes de résultats concrets, l'évaluation d'impact réalisée en 2021 par l'ENCA auprès de 35 000 ménages bénéficiaires indique que 78% des ménages confirment une amélioration de leurs conditions de vie initiales. À ce jour, grâce aux filets sociaux, 227 000 ménages bénéficiaires dans 31 régions du pays.
1905 villages sont concernés et 108 communes, chefs-lieux de département, sont pris en compte pour le milieu urbain. Plus de 78 milliards de francs CFA redistribués sous la forme de transferts monétaires. Merci à vous, Ouattara Amadou Walter. Merci à vous. Nous avons Madame le ministre sur notre plateau. Elle va nous expliquer tout cela de façon vraiment compréhensible parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été évoqués. Vous allez nous les détailler ici. Que signifie tout d'abord le concept filet socio-productif? Le concept filet socio-productif, c'est un ensemble d'actions d'aide ou d'actions sociales pour les personnes vulnérables, non contributives. Donc ça permet aux ménages les plus vulnérables d'atteindre le niveau minimum de consommation et de pouvoir satisfaire les besoins essentiels. Les filets sociaux, comme l'a dit le reportage, c'est 36 000 francs chaque 3 mois sur 3 ans. Mais on n'a pas que le transfert monétaire. Les filets sociaux sont accompagnés par des mesures qui permettent aux bénéficiaires de recevoir des formations en activités génératrices de revenus, formation sur le budget familial, formation en compétences de vie et des formations pour les AVEC. D'accord. Et puis ces 36 000 francs tous les trimestres, c'est non remboursable? Non remboursable. D'accord. Et est-ce que... quelles sont les régions de forte prépondérance de l'extrême pauvreté ici en Côte d'Ivoire? Les régions de forte prépondérance, nous avons la zone frontalière nord, mais je vais vous surprendre parce que la dernière étude pour les sous-préfectures, nous avons une zone comme Alépé avec la sous-préfecture de Kodiossou qui a un taux élevé de pauvreté. Dans la région du Gor, nous avons des villages, nous avons Galébré qui est concerné, qui a un taux élevé de pauvreté. Nous avons... Vous rappelez que vous êtes député de Galébré. Oui, en fait, pour le dire, quand on parle de pauvreté, ce n'est pas que la pauvreté monétaire. Quand on fait l'étude sur la pauvreté, nous avons d'autres facteurs qui rentrent en compte. Vous avez les infrastructures de base, les centres de santé, les écoles. Vous avez les routes, vous avez l'eau, l'électricité. Et c'est toutes ces composantes que nous mettons ensemble pour mesurer le taux de pauvreté dans une région. Lorsque toutes ces composantes manquent, justement, vous intervenez à votre niveau? Oui, lorsque toutes ces composantes manquent, nous intervenons par la mise en place du comité de ciblage qui nous permet d'atteindre ces bénéficiaires. D'accord. Et donc, aujourd'hui, après 5 ans, parce que c'est depuis 2017 que le projet est effectivement mis en route, même s'il avait été mis en vigueur en 2015. Après 5 ans, si on devait faire un bilan, vous diriez quoi? Après 5 ans, le bilan est positif. Pour nous, le bilan est positif après 5 ans. Qu'est-ce qui a été fait? C'est 227 000 ménages bénéficiaires sur toute l'étendue du territoire. C'est vrai que le programme en lui-même, il est plus adressé pour les ménages les plus vulnérables. Mais en Côte d'Ivoire, le président a bien voulu que ce programme-là s'étende sur toutes les régions. Donc, sur toutes les 31 régions en Côte d'Ivoire, nous avons le programme des filets sociaux, 227 000 ménages. Nous avons, selon l'enquête d'évaluation de l'INCA, nous avons 78% des bénéficiaires sortis de la précarité. Nous avons 7 enfants sur 10 qui ont des extraits de naissance parce que le programme adresse aussi la question de la formation et la sensibilisation à la vaccination et à l'extrait des naissances. D'accord. 227 000 ménages donc déjà touchés. Déjà touchés. Et à terme, vous devez en toucher combien? À terme, d'ici 2025, atteindre les 300 000 ménages. 300 000 ménages. Comment ils sont éligibles? Comment vous désignez les ménages qui doivent percevoir cette aide? Nous avons 2 types de ciblages. Nous avons les ciblages en zone rurale et en zone urbaine. En zone rurale, c'est la communauté elle-même qui désigne le ménage vulnérable. Nous avons la mise en place du comité qui est composé du chef de village, les guides religieux, les chefs de communauté, la présidente des jeunes, la présidente des femmes, le président des jeunes, qui se mettent ensemble pour désigner qui est pauvre, qui ne l'est pas, sous le regard vigilant du corps préfectoral. D'accord. Qui peut être considéré comme extrême pauvre ça, c'est ce qui désigne. C'est ce qui désigne, voilà. Qui peut être considéré comme vivant dans l'extrême pauvreté. C'est la communauté qui désigne. Ça, c'est en zone rurale. Ça, c'est en zone rurale. En ville, on ne peut pas le faire pareil qu'en ville, parce qu'en ville, nous avons l'administration qui est présente. Donc, vous avez le corps préfectoral en tête, ensuite la mairie,
la mairie qui intervient. Vous avez les différents responsables dont les ministères interviennent sur le volet social. Donc, vous avez le ministère de la Femme, le ministère des Affaires sociales, vous avez le ministère en charge de la lutte contre la pauvreté, vous avez le ministère de la Santé pour les centres sociaux et d'autres directions. C'est un comité de ciblage qui intervient. Ce n'est pas le ministère qui désigne qui est pauvre. Le ministère ne met qu'à disposition les différents mécanismes pour permettre d'identifier qui est pauvre. Pour permettre d'identifier. Et au démarrage en 2017, jusqu'à très récemment, il s'agissait encore d'un projet. Et aujourd'hui, on parle de programme. Pourquoi cette mutation déjà et quelles en sont les nouvelles orientations? On parle de programme parce que le président de la République a voulu que ce projet-là soit dans la durée. Pour qu'il soit dans la durée, il fallait que nous passions le cap de projet à programme. Aujourd'hui, c'est un programme. La différence est que dans le projet, nous avions que les transferts monétaires et les mesures d'accompagnement et la mise en place des fondements du régime social unique. Dans le programme, nous aurons l'opérationnalisation du régime social unique qui va nous permettre un meilleur ciblage des populations vulnérables. Ce ne sera plus adressé aux communautés, mais ce ciblage nous permettra d'identifier les ménages vulnérables. Ensuite, nous avons le renforcement de la synergie d'action de tous les programmes sociaux en Côte d'Ivoire. Le dernier, c'est le mécanisme opérationnel pour la réponse au choc. D'accord. Et aujourd'hui, le registre social unique, c'est ce document-là qui va permettre de connaître en Côte d'Ivoire quels sont les ménages qui sont vraiment pauvres, extrêmement pauvres, les plus vulnérables. D'accord. Et ça doit être mis en œuvre quand, ce registre? Fin décembre 2022. 2022. À côté des filets sociaux productifs, il y a un nouveau concept qui a vu le jour, les AVEC. Walter Amadou Ouattara en parlait tout à l'heure dans le reportage à Somme 1. Ce sont les associations villageoises d'épargne et de crédit. Qu'est-ce que c'est exactement? Les AVEC, comment j'aime le dire ou appeler, ce sont les banques villageoises. Pour moi, c'est une banque villageoise. Les AVEC permettent aux ménages bénéficiaires, mais maintenant, c'est pas que les ménages bénéficiaires des filets sociaux. Nous avons, le gouvernement a demandé que nous les tendions à d'autres ménages qui veulent bien intégrer. Les AVEC, c'est l'association villageoise d'épargne des crédits, comme vous l'avez dit. Nous arrivons dans un village, nous faisons la sensibilisation sur l'importance de l'AVEC. Donc, les bénéficiaires se mettent par groupe de 20 ou de 30. Ils sont formés aux outils qui sont les prêts, le remboursement et la solidarité. Une caisse de l'AVEC est composée de 3 parties. La caisse épargne, la caisse solidarité et la caisse prêt. Pour permettre aux bénéficiaires d'être tous sur la même longueur d'onde, nous n'allons pas au-delà de 5 parts. La part de 500 francs ou de 1000 francs. Mais nous ne partons pas au-delà parce que nous sommes en zone rurale. Donc, ils cotisent chaque semaine, ils se retrouvent. Donc, l'AVEC permet aux habitants d'une localité de renforcer les liens de solidarité et de cohésion. Parce que nous l'avons vu dans certaines régions où les femmes nous ont dit on se voyait, mais on ne se saluait pas. Mais grâce à l'AVEC, la préoccupation d'une des nôtres devient la nôtre. Donc l'AVEC renforce les liens de solidarité et lutte aussi contre la pauvreté. Parce que dans les villages, les populations arrivent à s'en sortir grâce aux prêts. Le taux du prêt est fixé selon les bénéficiaires. D'accord. Et est-ce qu'une fois sorti du projet filets sociaux, vous avez la garantie que les personnes ne retombent pas dedans? Oui, nous avons la garantie que les personnes ne retombent pas dedans parce que les agents communautaires continuent de faire ce suivi-là auprès des ménages bénéficiaires pendant 6 mois. Une sorte de service après-vente pour que les bénéficiaires ne retombent pas dans l'extrême pauvreté. Oui, nous mettons en place tout un mécanisme pour nous assurer qu'en cas de choc, les bénéficiaires ne vont pas retomber dans la précarité. Dans la précarité. Et, vous faites souvent détourner, hein? On se souvient de votre récent passage dans la Mai et dans le Bonkani. Qu'est-ce que vous y êtes allé, qu'est-ce que vous y avez fait? Dans la Mai, il n'y a pas eu que la Mai et le Boukani, j'en pourrais en citer bien d'autres. C'est les récents. Les récents, il y en a eu plusieurs, mais dans le Boukani, c'était en 2 étapes. L'étape de Touba et l'étape de Bouna Assoum 1 Assoum 2. Et dans le Bonkani, c'était d'abord la mise en place du comité de ciblage pour Touba et ensuite, comme nous aimons à le dire, une visite terrain.
rappeler aux bénéficiaires qu'ils ne sont pas seuls et leur dire qu'ils sont une priorité pour le gouvernement, priorité de les faire sortir de cette zone de précarité pour qu'ils puissent enfin se hisser sur l'échelle sociale. Tout bon, justement, vous en avez parlé. Vous y avez installé aussi un comité local de ciblage des nouveaux bénéficiaires. C'est une zone sensible. Comment, avec ce que vous faites, les projets de filets sociaux, le programme filets sociaux productifs, avec ce programme, on peut lutter efficacement contre le terrorisme? Écoutez, la pauvreté a été instrumentalisée dans cette zone-là pour en faire une porte d'entrée pour le fléau qu'est le terrorisme. Notre ministère a en charge de lutter contre la pauvreté. Donc nous mettons en place le mécanisme de ciblage et nous voulons donner tous les leviers aux populations de lutter contre la pauvreté. Madame le ministre, l'actualité, c'est aussi les pluies abondantes qui tombent sur Abidjan depuis quelques jours et qui font malheureusement de nombreux dégâts, des morts, malheureusement. Comment vous venez en aide aux populations sinistrées? Est-ce qu'il y a un lien entre filets sociaux productifs et ces inondations-là? Je ne ferai pas de lien entre filets sociaux et inondations. Je ferai plutôt un lien entre ministère de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté et les inondations. Nous avons en charge d'apporter la solidarité du gouvernement aux populations victimes de choc, ce que nous faisons lorsque nous faisons face à une inondation. En cas de décès, le gouvernement apporte une contribution, comme on le dit en langage ivoirien, pour dire yako aux familles endeuillées. Lorsque nous avons des blessés, le ministère fait la prise en charge des blessés. Et si dans cette zone, cela nécessite un recasement des ménages, le ministère fait une contribution pour amener ces familles-là à trouver un autre logement. Et cela se fera bientôt à Bingerville, où nous aurons mardi la cérémonie de don du gouvernement aux populations de Bingerville. On se souvient en tout cas, en 2019, le programme avait été inscrit comme l'une des 12 mesures phares à impact large et rapide du PS-Gouv. Madame le ministre, avant de vous laisser repartir, dites-nous un peu plus sur ce concept qui est tant apprécié, dont on parle tant, le dimanche de la solidarité. Et dites-nous un peu plus, qu'est-ce que c'est? Le dimanche de la solidarité, pour dire à la population ivoirienne que le ministère de la solidarité, ce n'est pas qu'un ministère pour dire yako à la population ivoirienne. Nous devons partager les joies et les peines de population et nous avons instauré ce dimanche de la solidarité, la sous l'égide du Premier ministre, pour vivre les joies avec les populations, pour que la solidarité n'est pas que préventive. Nous avons la solidarité préventive, participative et agissante, pour faire en sorte que la solidarité soit une des valeurs sûres de la nation ivoirienne. Vous n'allez pas vous limiter qu'aux condoléances, les yako? Non, nous n'aurons pas que les yako. Je ne vais pas vous dire ce qui se passera dimanche prochain, mais nous irons dimanche prochain dans des familles, mais pas pour des yako. D'accord. Merci, Madame le ministre. Merci, M. Hamza. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Miss Belmonde Dogo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu nous parler du programme des filets sociaux productifs, ce programme qui donne le sourire aux ménages vivant dans l'extrême pauvreté. Merci encore d'être venu et bon retour chez vous et surtout, bonne continuation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi cette édition et j'espère que vous avez aimé, vous en avez appris beaucoup. Nous, en tout cas, nous avons pris grand plaisir à vous la présenter. Bon dimanche et à mardi à 13h, je serai encore chez vous si vous le voulez bien.